Je vous promets, je veux pas rugir. Salut! Non, c'est juste pour vous dire que j'avais pas fait d'intro sur cette vidéo-là, donc j'en profite, parce que sinon ça fait un peu non respectueux. Bonjour, comment ça va? Vous avez passé une belle journée? Maintenant que les formules de politesse sont faites, il est temps de vous demander un petit service. C'est le moins que vous puissiez faire vu que je produis les vidéos à la chaîne, comme un chinois à l'usine. Donc je vous demanderai de liker la vidéo, la partager, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, activer la cloche, vous connaissez, hein. Allez, Venga, hop que hop las hop. 2 de la tarde ya están aquí. Sérieusement Doka, dans notre cours sur la sémiologie veineuse. Donc cette fois, le mot veine, pour le définir, ça désigne les vaisseaux qui transportent le sang de la périphérie vers le cœur. Et pour ceux qui ont deviné où Doka, les veines transportent du sang non oxygéné à l'exception des veines pulmonaires. It's not rocket science. Les veines sont aussi formées de 3 tuniques, intima, media, adventice. La tunique interne, l'intima, est aussi formée d'endothélium. La média est aussi formée de cellules musculaires, mais cette fois ne sont pas aussi fonctionnelles, ne sont pas aussi contractiles que les cellules musculaires. La média, telles les artères. C'est pour cela qu'il y a une faible pression. Les veines, c'est un système à basse pression. Et il faut noter que quasi toutes les veines sont à type musculaire, musculeuse, sauf les veines crâniennes. Elles sont fibreuses. Pourquoi? Pour empêcher leur vasodilatation. Voilà, on doit empêcher la vasodilatation des veines crâniennes parce qu'elles sont en contact avec le cerveau. Si elles se dilatent, elles vont comprimer le cerveau. Elles vont nuire à son fonctionnement ou bien même causer une hypertension intracrânienne. Et les veines supracardiaques, quant à elles, elles doivent être plus élastiques, plus aptes à s'élargir, à faire une dilatation que les autres veines parce qu'elles reçoivent quasi la totalité du sang. L'adventice, quant à elle, rien ne change par rapport aux artères, collagène, vasa vasorum, etc. Il faut aussi savoir que les veines distales, donc les plus loin du cœur, en gros le membre inférieur, contiennent des valvules. C'est 2 replis de l'intima qui font ça, en imaginant que c'est ça le trajet de la veine. Voici l'intima, comment ça se replie. Ça crée une valvule qui, lorsque le sang passe le trajet normal, entre guillemets, mais si jamais il y a un reflux sanguin, à cause de la gravité, et le sang تطلق la valvule. كما قلنا في le cours, tu as les signes fonctionnels normalement. Il y a 3 systèmes veineux principaux. Un système accessoire qui sert d'anastomose, la zygos, et le tronc pulmonaire. Donc, le système veineux est un système à basse pression. L'écoulement fait, il est laminaire, les cours de biophysique. Donc il y a peu de turbulences fait. Donc, très peu de chances, très peu de chances même, d'avoir une athérosclérose fait. Et vu qu'on vient juste de dire que les veines distales sont valvulées pour empêcher le retour veineux, enfin le reflux veineux, il faut aussi qu'il y ait des forces qui aident le sang à passer du chemin, enfin, à prendre le chemin normal. Ces facteurs-là sont les mollets qui vont servir de pompe en se contractant, la plante des pieds, spécialement le talon, qui va servir de trampoline pour le sang, genre il va rebondir à l'air, et bien d'autres qu'on ne va pas citer. L'examen clinique des veines contient 3 temps majeurs. L'examen des jugulaires, l'examen des veines du membre inférieur et la mesure de la pression veineuse. Un petit rappel de ce que c'est qu'une jugulaire d'abord, c'est 2 veines paires, donc gauche et droite, superficielles, ne sont pas profondes. Elles descendent sur la face externe du cou. Elles croisent le muscle sternocléidomastoïdien, le fameux muscle qui est la première année. Elles se jettent dans la veine brachiocéphalique. La veine brachiocéphalique se jette dans la cave supérieure. La veine jugulaire, elle draine la face, plus exactement la partie profonde taha, et le crâne. Alors comment on examine cette jugulaire? On le fait sur un patient allongé, en décubitus dorsal. On doit mettre un coussin تحت رقبته pour relâcher les muscles de la nuque et le cou.
À l'état normal, on retrouve une saillie de la veine sous la peau, حاجة خفيفة. Cette saillie est plus nette à droite, voilà, parce que c'est l'axe vertical, soit mais un triangle droit. Donc la pression fait تكون كتر من la jugulaire gauche. On a un petit mouvement doux. On croirait même que c'est un pouls. C'est pour ça qu'on l'appelle le pouls veineux généralement. Il est dû au gonflement lors de la fermeture de la valve tricuspide. Donc c'est la chouille à la pression de l'atrium droit. Donc par continuité, la chouille à la pression de la jugulaire. Et donc tu vas un peu plus grosse pendant un petit moment. Si on la comprime de la face, c'est comme si on aura fermé le robinet. Donc il n'y aura plus de sang qui passe là. Elle s'affaisse. Par contre, si on la comprime la veine cave supérieure, la veine brachiocéphalique, donc le cursus claviculaire, le sang va s'accumuler, elle ne va pas pouvoir se jeter là où il faut. Donc, en gardant ça en tête, on va avoir donc les cas pathologiques. On a donc la distension permanente de la jugulaire, ce qui se produit, ou bien ce qui est amplifié même, en inspiration profonde. Le cours, tu as les signes physiques normalement. Ça, pour l'explication à l'âge, c'est en inspiration profonde. C'est un signe d'insuffisance cardiaque droit. Ou là, péricardite avec épanchement, bien péricardite constrictive. Ou à l'âge, parce que quand le ventricule droit n'arrive pas à éjecter le sang, la pression en fait, la pression indique l'atrium droit. L'atrium droit, 20 cave supérieur, jugulaire. Et jugulaire vu qu'elle est superficielle, donc la distension taha. Et cette distension elle est permanente. Parce que l'insuffisance cardiaque elle est permanente, c'est pas un truc qui vient en 2 secondes. Le reflux hépato-jugulaire se recherche en position assise. Quand on met une pression sur le foie, donc j'ai l'hypocondre droit, le sang il va faire un reflux à l'aide de la veine porte, désolé. Et par les anastomoses tawaha, le sang va passer la veine cave inférieure. Veine cave inférieure, il va passer l'atrium droit. L'atrium droit, il aura deux choix. Soit le ventricule droit, il va être éjecté. C'est le cas normal. Mais il y a une insuffisance cardiaque droite. Le ventricule ne va pas pouvoir éjecter avec le sang. Donc, il y a la veine cave supérieure jugulaire. L'expansion systolique, je n'ai pas grand chose à dire à l'air. La dissociation radio-jugulaire, c'est la dissociation du pouls veineux du pouls artériel. Mais ça kif kif. Normalement, il sera en même temps. Mais, faites le cas pathologique, soit le pouls veineux est plus vite, plus rapide que le pouls artériel. Donc il y a un bloc atrioventriculaire. L'influx électrique ne passe pas. Le ventricule donc ne se contracte pas ou bien se contracte en retard, accompagné d'une fibrillation atriale, ce qui fait que l'atrium se contracte anarchiquement. Le sang ne passe pas vers le ventricule, donc tu as là la pression le fort. Vous comprenez, donc ça fait toute là la pression veineuse ou tu as la pression artérielle en même temps. Donc c'est pour ça qu'un pouls il coule l'autre. Soit le pouls veineux est plus long que l'artériel. Donc le ventricule bat très vite. C'est une tachycardie ventriculaire. Maintenant l'examen des veines du membre inférieur. On va faire un petit rappel anatomique. Vite fait. C'est pas les détails. Il faut juste se rappeler que les veines du membre inférieur, qu'il y a les superficielles, qu'il y a les profondes. Les veines profondes, elles sont satellites des artères. Donc, il y a la veine tibiale, postérieure, antérieure, la veine fibulaire, elles se rejoignent, elles forment la veine poplitée. La veine poplitée, elle devient veine fémorale, qui est là. Veine fémorale iliaque externe, iliaque interne, iliaque commune, veine cave inférieure. Maintenant, pour les veines superficielles, il y a les veines grande saphène et petite saphène. La grande saphène, c'est la veine la plus longue du corps. Donc la veine grande saphène émerge de l'arcade veineuse dorsale du pied, extrémité médiale. Elle monte le long de la face interne de la jambe jusqu'à la cuisse. Elle se jette. Pourquoi j'ai traduit ça? Elle se jette dans la veine fémorale. La veine petite saphène
تخرج من l'extrémité latérale de l'arcade dorsale, تطلع à la face externe du pied, et elle se jette dans la veine poplitée. Et bien sûr, il y a plusieurs anastomoses, binadhom ou bin les veines profondes et superficielles, etc. On connaît. Maintenant, l'examen. À l'inspection, normalement, les seules veines du membre inférieur visibles, ce sont les veines au niveau de la malléole interne, la cheville quoi, et le dos du pied. En cas pathologique, on trouve des varices. Ce sont des dilatations permanentes des veines superficielles. Ibanouna, c'est des cordons bleus. Elles gonflent en position debout, parce que la gravité pousse le sang et elles disparaissent si on surélève la jambe, parce que la gravité va faire en sorte que le sang il circule, quoi. Donc elles sont favorisées par la station debout prolongée, ironiquement aussi par la sédentarité. Voilà, parce que plus tu es sédentaire, moins tu travailles tes mollets et moins tu fais bouger tes jambes, donc le sang, mais là bien. Elles sont favorisées en cas d'obésité et chez la femme. Voilà, parce que la femme, en cas de grossesse, bah, d'abord il y aura une compression des veines, mais aussi à cause des œstroprogestatifs. Ça donne un effet thrombogène. Comme signe clinique, bien comme symptôme d'abord, les patients se plaignent de lourdeur, de douleur, d'œdème. À l'inspection, on peut clairement voir le trajet de la veine. On peut savoir donc s'il s'agit d'une varice appartenant au système de la grande veine saphène ou la petite veine saphène. Sinon, ça peut être flou, hein, donc c'est non systématisé. À la palpation, on peut avoir une induration ou même une sensibilité à la varice. C'est des signes d'inflammation. Il faut garder en tête que chez l'enfant, l'apparition de varices pousse à chercher une anomalie congénitale. Donc c'est pas normal qu'un enfant ait des varices. Il y a aussi le cas de la thrombose des veines profondes, thrombose veineuse profonde, TVP. On peut y référer aussi par le mot phlébite. Il y a des nuances, mais bon, c'est une autre histoire. C'est l'oblitération des veines profondes par un caillou. Donc, les veines profondes, superficielles, c'est les varices. Donc les veines profondes du membre inférieur, ça la fait comme une thrombose. Un caillou de sang qui se forme et comprime le passage du sang. Ça se voit généralement chez le sujet immobile, donc hospitalisé, les vieux qui ne peuvent pas marcher, ou là chez les personnes avec des affects, chez les personnes cardiaques. Ah voilà, pour éviter que je bégaye, donc je vais pas couper ça. Voilà, parce que chez les patients qui sont immobiles, le sang va juste stagner, donc ça va favoriser la formation de caillots. Dès qu'on pose le diagnostic de thrombose veineuse profonde, il faut chercher des signes d'embolie pulmonaire. Voilà, parce que c'est l'étape juste avant que ça se produise. Et si elle est au stade d'embolie, ça peut dégénérer très vite. Ce risque est augmenté plus la veine est proxime, donc plus elle est proche. Les touchés pelviens sont systématiques pour voir s'il n'y a pas aussi une thrombose dans les veines du périnée. Comment est-ce qu'un thrombus se forme ça? D'abord, il y a une stase du sang ou une agression de la paroi veineuse. Il y aura agrégation et adhérence des plaquettes, donc il y aura un thrombus blanc. Ensuite, il y aura la fibrine qui va se former et ça va encercler les éléments du sang. Donc on aura des stries blancs, fibrostone des stries rouges, tel le sang, la fibrine. Et vers la toute fin du thrombus, il sera totalement rouge. Le thrombus évolue en deux stades. Au début, le patient se plaint de douleurs, de crampes, de lourdeur, etc. À la palpation, il y aura des douleurs. Et il y aura un signe de Homans en cas de thrombose des veines du le mollet. C'est quoi? C'est quand on fait une flexion, une dorsiflexion du pied, donc t'as tes orteils au maximum, on aura une douleur au mollet. On peut aussi remarquer des œdèmes de stase. Ces œdèmes, quand on appuie dessus, ça garde le godet. Voilà, parce que c'est des œdèmes de stase, c'est juste le sang qui reste le tamac.
Et on aura des signes généraux, fièvre, tachycardie. C'est normal, c'est à cause de l'inflammation. Ça peut évoluer ensuite en phase d'état. La phlegmatia alba dolens. Ils aiment compliquer les mots. Mais ça veut juste dire, phlegmatia c'est le mot pour dire inflammation. Alba, blanc, parce que l'œdème, cette fois, ne garde pas le godet. Dolens, c'est très douloureux, c'est tout. Donc, en signe fonctionnel, des douleurs plus intenses. Voilà, le membre inférieur, l'œdème du membre inférieur garde le godet cette fois, parce qu'il y a une inflammation. C'est un liquide exsudatif, c'est pas un liquide de stase cette fois. Et la chaleur fait que la zone elle augmente. Maintenant pour la mesure de la pression veineuse périphérique. Ouais, je n'ai pas la périphérique, mais je suis la centrale parce que la centrale on a le cathétérisme. La pression de l'atrium droit, et c'est la même chose que c'est la même pression plus ou moins que la veine cave, supérieure inférieure. Cette mesure-là, la pression périphérique, actuellement, elle est obsolète. Il faut juste la connaître, il faut comprendre qu'il faut se boire, mais ça ne sert plus à grand chose de la mesurer. Ça se fait soit par méthode indirecte, en observant l'état de la jugulaire. Si la turgescence de la jugulaire elle atteint le sternocléidomastoïdien, c'est que la pression est de la zone. Si cette turgescence atteint la mâchoire, donc la pression est entre 25 et 30. Sinon, on l'a fait par méthode directe sur un patient en décubitus dorsal, en relâchement musculaire, en ponctionnant une veine le pli du coude avec une aiguille de calibre 18. Donc ça revient à prendre une voie veineuse périphérique. L'aiguille est connectée à un robinet qui a 3 voies. La première voie te dira l'aiguille. La deuxième voie, on la connecte à un tube en verre gradué en centimètres. Le 0, avec le tube, soit sauf le même plan horizontal que l'atrium droit. Okay? Et la troisième voie, on la connecte à une seringue qui contient du sérum. Sérum saline. Hépariné, oui. C'est un détail. Donc, quand on ouvre le robinet, la pression veineuse va pousser le sérum hadak où il lave le tube en verre. Généralement, c'est entre 3 et 12 cm d'eau, dans le cas normal. On peut aussi faire une pression sur le foie pour voir ou combien de temps il faut. Ainsi, on peut définir des cas pathologiques qui sont l'hypertension veineuse, qui compte à la 15, et l'hypotension. L'hypertension se voit en cas de cardiopathie droite, donc là la pression, ou là en cas de syndrome cave supérieur ou là inférieur ou une compression. L'hypotension, quant à elle, se voit soit dans les chocs non cardiogéniques, donc une hémorragie, etc., ou là par la séquestration du sang, le foie, cas de cirrhose, hépatomégalie, ou là dans la rate, en cas de splénomégalie. Cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que jusque-là c'est tout. Ma première le chapitre d'ailleurs. Et franchement, ça ferait plaisir à tonton Ethno de recevoir des petits remerciements en commentaire du genre merci Ethno pour les travaux. N'hésitez pas non plus à liker la vidéo, partager, vous abonner. Wa astawdi'akumullah.